30 jours de nuit, c'est un film de vampire que j'aime beaucoup. J'y avais même dédié une vidéo il y a de ça maintenant 4 ans. Une vidéo absolument incroyable, ça va sans dire. Avec son concept ultra malin et original, un groupe de vampires profitant d'une nuit de 30 jours dans une ville d'Alaska pour en massacrer les habitants, l'adaptation du roman graphique de Steve Niles et Ben Temple Smith avait su s'imposer comme une belle réussite du genre. Portée par un casting impeccable, une superbe mise en scène, une photographie sublime et des vampires terrifiants dénués de tout romantisme qui prenaient vie grâce à un habile mélange entre maquillage et effets visuels. Bref, 30 jours de nuit, c'est un super film de vampire qui n'est malheureusement pas apprécié à sa juste valeur. Et pour fêter les 4 ans de ma vidéo sur le sujet, je vous propose qu'on parle de sa suite des TV fauchés. Ouais, ça va pas être la même ambiance. Salut à tous, c'est Guillaume Cassard, et aujourd'hui on parle de 30 jours de nuit jour sombre. Mais avant de parler des vampires de 30 jours de nuit, on va parler d'un monstre malheureusement bien réel, le burn-out. Le truc vicieux avec lui, c'est qu'il surgit pas d'un coup dans la nuit. Il s'installe doucement. Ça commence par un peu de fatigue, puis des insomnies, une perte de motivation, et petit à petit, on a l'impression qu'il grignote toute notre énergie. En tant que créateur de contenu, je sais que je suis pas à l'abri. Il y a des moments où je sens que je tire trop sur la corde et ça pourrait bien basculer. Et c'est pour ça que je voulais vous parler de BetterHelp qui sponsorise cette vidéo. BetterHelp, c'est une plateforme de thérapie 100% en ligne qui vous met en relation avec un thérapeute adapté à vos besoins, directement depuis chez vous, par visio, par appel audio ou même par message. Vous commencez par remplir un petit questionnaire pour exprimer vos attentes et vos préférences, et BetterHelp vous met en relation avec un professionnel de santé mentale parmi plus de 150 thérapeutes français, certifiés et enregistrés à l'Agence régionale de santé. Et si ça ne matche pas, vous pouvez en changer facilement, sans frais supplémentaires. Demander de l'aide, ça peut sembler difficile, mais en réalité, c'est un premier pas essentiel pour se protéger et avancer. Alors si vous sentez que ça pourrait vous aider, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description ou à vous rendre sur betterhelp.com/Guillaume. En passant par ce lien, non seulement vous soutiendrez la chaîne, mais vous aurez droit à 10% de réduction sur votre premier mois de thérapie. Alors prenez soin de vous. Le burn-out est un monstre qu'on ne voit pas venir, mais on peut l'empêcher de gagner du terrain. À sa sortie en octobre 2007, 30 jours de nuit rapporte 75 millions de dollars, dont 39 aux USA. Un score qui n'est pas mauvais en soi, mais quand on prend en compte son budget de 30 millions de dollars, ça remet vite les choses en perspective. C'était pas la réussite espérée. Du côté du distributeur Sony, l'objectif était clair. Pour que 30 jours de nuit soit considéré comme un succès, il fallait qu'il atteigne les 100 millions de dollars au box-office. Et autant dire qu'on n'y était pas. Autre point à prendre en compte, le film de David Slade, si réussi soit-il, n'était pas parvenu non plus à convaincre la critique, qui le jugeait globalement mal rythmé, ennuyeux et souffrant de problèmes d'écriture. Autant dire que tout ça ne présageait rien de bon quant à l'éventuelle mise en chantier d'une suite, qui était à l'origine bel et bien prévue par Sony et Ghost House Pictures, la société de production de Sam Raimi. Parce que côté BD, 30 jours de nuit est une série s'étalant sur plusieurs tomes. Le matériau était donc bien présent, il manquait juste la volonté de s'en servir. La volonté en tout cas, elle était bien là chez le réalisateur David Slade et le scénariste Brian Nelson. Les deux hommes avaient dans l'idée de faire revenir un personnage marquant du premier film, l'étranger incarné par Ben Foster. Un humain envoyé dans la ville de Barrow par les vampires pour préparer leur arrivée en sabotant tout ce qui pourrait aider les futures victimes à quitter les lieux. En échange de quoi, une fois le travail accompli, il serait transformé. Et là, si vous avez vu le film, vous allez me dire que ça n'a pas de sens, parce qu'il est mort. Alors oui. Mais apparemment David Slade avait bien envie de trouver un moyen de le ressusciter. Le truc, c'est que Ben Foster avait tellement impressionné l'équipe sur le tournage qu'il lui avait carrément écrit des scènes supplémentaires. Et si sa mort était un passage obligé du scénario, on pourra quand même noter que Slade s'est bien gardé de la mettre en scène de façon trop explicite, et que son cadavre disparaît mystérieusement au milieu du film. L'idée de Slade était donc de voir l'étranger à la tête d'un nouveau groupe de vampires en Louisiane qui aurait pour objectif de retourner en Alaska. Une idée qui n'a donc jamais vu le jour, mais qui trotte toujours dans la tête de Slade à l'heure actuelle. Et franchement, un film 30 jours de nuit avec Ben Foster comme méchant principal, mais bien sûr, sign me in comme on dit. Le truc, c'est que cette idée ne tenait pas compte de la véritable suite de 30 jours de nuit. Le tome 2 donc, Dark Days, Jour sombre en France. Et le scénariste Steve Niles, créateur du roman graphique plutôt impliqué dans son adaptation, n'avait pas spécialement envie d'une suite qui ne suivrait pas la trame de sa série. Ce qu'il voulait, c'était l'adaptation de Jour sombre. Mais avant l'hypothétique mise en chantier de cette hypothétique suite, c'est un autre projet qui vit le jour. 30 jours de nuit Dust to Dust, une web-série qui prenait la suite de 30 jours de nuit Blood Trails. Et c'est là qu'une piqûre de rappel s'impose. Blood Trails, c'est donc une web-série constituée de 7 épisodes d'environ 7 minutes chacun et diffusée sur Fire.net et sur YouTube en 2007 juste avant la sortie du film. Après quoi, les 7 épisodes avaient été assemblés en un court-métrage de 30 minutes dispo sur les plateformes de VOD. C'était clairement un outil promotionnel, mais mine de rien, la web-série avait plutôt bien marché, totalisant 1 million de vues par épisode à en croire Fire.net. Pour superviser le projet, Ghost House jeta son dévolu sur Ben Kitai, jeune réalisateur qui travaillait alors chez eux comme stagiaire. Kitai serait donc chargé d'écrire et produire cette web-série basée sur une sous-intrigue du roman graphique qui avait été mise de côté par l'adaptation ciné. De son côté, Steve Niles s'était impliqué comme consultant, et donc Kitai a rédigé la trame générale avant de se retirer pour laisser l'équipe faire son travail. Ainsi, Blood Trails nous raconterait l'histoire de George, un ancien toxicomane traqué par les vampires qui apprenait que ces derniers étaient sur le point de débarquer à Barrow pour le festin du siècle. Et face à sa réception jugée satisfaisante par Fire.net, le site décida de commander une suite à Ghost House Pictures, Dust to Dust, où Niles officierait à nouveau comme consultant et Ben Kitai œuvrerait cette fois-ci à la réalisation. Concernant l'intrigue, elle se situait un mois après les événements du film et on y retrouvait George, condamné à mort après avoir été accusé
accusée à tort des meurtres perpétrés par les vampires dans Blood Trails. Autre personnage central, Sarah, une infirmière incarnée par Shawnee Smith qui perdait petit à petit le contrôle d'elle-même après avoir été mordue par un vampire. Donc mine de rien, même si le film avait pas fait le carton espéré, la franchise continuait d'exister sous une forme plus modeste. Est-ce que ce serait pas ça au final l'approche à adopter pour produire Jour Sombre ? En juin 2008, une rumeur avait commencé à courir. Ghost House Pictures avait bel et bien pour projet de produire une suite à 30 jours de nuit, avec Steve Niles à l'écriture du scénario. Mais la confirmation n'arrivera cependant qu'en avril 2009. 30 jours de nuit aura bel et bien droit à une suite, mais qui sortirait en direct to vidéo. Niles voit cependant le bon côté des choses. Qui dit direct to vidéo dit plus petit budget et donc plus de liberté créative, permettant ainsi une adaptation plus fidèle du matériau de base. Pour rédiger le scénario, Niles ferait de nouveau équipe avec Ben Kitai, qui commençait à bien maîtriser cet univers étant donné sa profonde implication sur les deux web-séries. Une maîtrise telle que Sam Raimi décide de lui offrir le poste de réalisateur. Jour Sombre sera donc son tout premier long métrage. Et de son côté, Slade était parti s'occuper des vampires de Twilight 3. Une autre ambiance. Tout comme le roman graphique dont elle s'inspire, cette suite aurait pour personnage principal Stella Olson, l'une des seules survivantes du massacre de Barrow et veuve du shérif Eben Olson. Dans le premier film, c'est l'actrice Melissa George qui incarnait Stella. Niles tenait donc à la faire revenir. Et si Ghost House Pictures l'approcha pour lui faire une offre, malheureusement, l'actrice décida de passer son tour. Officiellement à cause d'un planning trop chargé, mais ma théorie perso c'est qu'elle avait pas hyper envie de venir bosser sur un direct ou vidéo fauché. Kitai et Niles se met donc à la recherche d'une remplaçante pour reprendre le rôle de Stella. Et après plusieurs semaines passées à auditionner de nombreuses actrices, ils choisissent Kylie Sanchez, précédemment vue dans la série Lost et qui avait déjà tenté de décrocher le rôle de Stella sur le premier opus. Le destin. Aux côtés de Sanchez, Harold Perrineau, attracteur de Lost, et Mia Kirshner dans le rôle de Lilith, la grande méchante vampire du film. Kitai était d'ailleurs ravi que Kirshner obtienne le rôle, l'ayant en tête pour incarner Lilith depuis la phase d'écriture. Le 27 octobre 2009, le tournage de 25 jours débute à Vancouver. Avec un budget qu'on ne connaît pas avec exactitude. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il devait pas être bien élevé. Ben Kitai et son équipe font donc le maximum pour mettre en boîte l'adaptation la plus réussie possible malgré le peu de temps et d'argent dont ils disposent. Du côté des décors, le chef décorateur Jeff Wallace doit s'appliquer à créer des environnements qui étaient à peine esquissés dans le roman graphique. L'équipe investira notamment Terminal City, une ancienne fonderie de Vancouver reconvertie en décor de cinéma pour l'occasion. Ce qui était sûr, c'est que l'atmosphère générale serait très différente du film précédent. Cette suite se déroulant dans un environnement urbain offrant ainsi une toute autre palette de couleurs. Pour ce qui est des vampires, l'équipe de Masters FX, supervisée par Todd Masters, est chargée des effets de maquillage, prenant bien évidemment pour modèle les vampires du film original conçu par Weta Workshop. Ainsi, malgré un environnement bien différent, l'influence du film de David Slade doit imprégner cette suite pour ce qui est du traitement des vampires et de la photographie, assurant ainsi une véritable continuité avec l'original. Et si le budget est faible, les ambitions de l'équipe ne le sont pas, puisque Niles annonce carrément que cette suite sera comparable à un film de guerre, là où le premier se rapprochait plutôt du western. L'idée étant de réaliser un film plutôt orienté action avec quelques moments de tension, alors que le premier était un pur film d'horreur avec quelques moments d'action. L'auteur n'abandonne d'ailleurs pas l'espoir d'une sortie cinéma dans l'hypothèse où le film serait véritablement réussi. Parce que oui, apparemment ça reste hypothétique. Le film emboîte en novembre 2009, il part en post-production pour quelques mois, et après un passage par le Comic-Con en juillet 2010 où la bande-annonce est diffusée pour la première fois, le film débarque en octobre 2010 dans les étalages de DVD et Blu-ray. Ouais, la sortie cinéma, fallait pas trop compter dessus. Mais si le film fonctionnait suffisamment sur le marché DVD, il n'était pas exclu que Ghost House lance la production de Retour à Barrow, le troisième opus de la saga. Une idée qui plaisait beaucoup à Niles et Kitai pour achever la trilogie. Sachant que 16 ans plus tard, Retour à Barrow n'a toujours pas été adapté, je vous laisse imaginer la suite des événements. Malgré toute la bonne volonté de l'équipe, Jour Sombre n'a pas convaincu grand monde, les critiques étant assassines et les fans se montrant particulièrement déçus de cette suite cheap, incapable de rivaliser avec le premier film. Parlons-en. 30 jours de nuit Jour Sombre se déroule un an après la fin du précédent. Toujours profondément hantée par ce mois d'horreur, Stella s'est désormais muée en véritable lanceuse d'alerte, faisant son possible pour prouver au monde que les vampires existent. Sauf que comme on le sait, ça plaît pas beaucoup aux vampires d'être exposés en plein jour. Résultat, l'agent Norris du FBI, un allié des vampires chargé de couvrir leurs activités, est envoyé pour lui demander gentiment de bien vouloir arrêter. Sinon, ils la tueront. Et alors qu'elle est sur le point de tout laisser tomber, voilà qu'elle se fait recruter par un groupe de chasseurs de vampires. Leur objectif, tuer Lilith, la big boss des vampires à l'origine du massacre de Barrow et qui s'apprête justement à partir en Alaska pour un nouveau festin. Telle Ellen Ripley, Stella va donc prendre les armes pour partir affronter son pire cauchemar. Sauf que contrairement à Aliens, 30 jours de nuit Jour Sombre, c'est pas bien. Et c'est pas bien pour plein de raisons différentes. Bon, déjà, vous pouvez oublier tout ce que vous aimiez dans l'original. La tension, le jeu d'acteur excellent, la photographie léchée, les personnages crédibles, y a rien de tout ça ici. Jour Sombre s'avère incapable de mettre en place la moindre atmosphère un tant soit peu tendue. On sent bien que Kitai essaie de toutes ses forces de faire un film potable, mais malheureusement ça suffit pas et le faible budget n'a clairement pas dû aider. Quasiment tout fait cheap dans cette suite qui n'arrive à aucun moment à rivaliser avec son grand frère. On va commencer par les vampires eux-mêmes. Dans le premier film, c'était des bêtes sauvages. Ils étaient franchement flippants. Ici, bon déjà, le look tout en cuir à la Matrix, même en 2009 c'était kitsch. Ça aide vraiment pas à les rendre terrifiants, c'est plus ridicule qu'autre chose. Et attendez, vous avez pas vu la scène où ils sont censés être incognito dans l'assemblée? Allez, on va jouer à un jeu. Essayez de deviner où se trouvent les vampires.
Bravo! En plus c'est bien, ça vous donne une bonne idée du niveau de subtilité du film. Pour continuer sur ce qui va pas chez ces vampires, un point assez important, leurs dents font toc. C'est pas l'idéal pour les rendre crédibles. Dans l'original, on avait des vampires. Ici, on a des gens qui tentent de ressembler aux vampires de l'original. Oh, et leur voix. Pour une raison qui m'échappe, quelque part pendant la production, l'équipe a eu l'idée d'ajouter des effets sur leur voix. Ça donne ça. Ce qui n'apporte strictement rien, on est d'accord. Je vois ça comme une tentative plus ou moins désespérée de les rendre un minimum intéressants. Une tentative qui fonctionne pas spécialement, surtout que c'est fait de façon assez aléatoire, c'est pas tous les vampires qui parlent de cette façon, me demandez pas pourquoi. Bref, ça fait plus cheap qu'autre chose, à l'image du reste. On peut aussi parler de la mort de l'élite, visuellement ratée, même si pour le coup c'est clairement la faute du budget. D'ailleurs, il faut croire que c'est une malédiction parce que du côté du premier film comme du second, la mise à mort du vampire principal est loupée. Bref, les vampires, c'est pas ça du tout. Et pour ce qui est des décors, c'est pas ça non plus. Ça se limite souvent à des couloirs sombres ou des entrepôts abandonnés, soit l'apanage des films à bas budget. Il y a que le repère de l'élite qui est un minimum intéressant visuellement. Le reste crée littéralement il y a pas d'argent ici. Si le directeur photo tente parfois d'offrir quelques plans un peu soignés, le film est visuellement assez plat, très loin de la superbe esthétique léchée qui caractérise l'original. La photographie, c'était une des principales qualités de 30 jours de nuit, qui aidait grandement à mettre en place son atmosphère si particulière. Alors autant vous dire qu'ici, il y a strictement aucune atmosphère. Aucune atmosphère, ni aucune tension. Kitai ne parvenant jamais à rendre ses vampires terrifiants, les rencontres entre nos personnages et ces derniers s'avèrent au final plus ennuyeuses qu'autre chose. Et d'ailleurs, parlons-en des personnages. Mais que c'est mauvais. 30 jours de nuit mettait en scène des personnages crédibles. C'était des messieurs et mesdames tout le monde qui se retrouvaient plongés dans une situation horrible et qui faisaient de leur mieux pour tenir le coup. Pas de héros là-dedans, pas de guerriers, juste des gens normaux tels qu'on en croise dans la rue tous les jours. C'était d'ailleurs une des autres grandes qualités du film, la crédibilité de ses personnages. Ici, c'est pas le même délire. Alors ok, c'est le parti pris du film de mettre en scène des personnages qui vont au combat. On n'est plus du tout dans la même dynamique. Ce qui caractérisait les personnages dans le premier film, c'était le désespoir. La tension était constante car ils étaient totalement impuissants. Ici, on perd donc cette notion pour un film où les personnages choisissent l'action en partant au combat. Je reviens à Aliens, mais pour le coup c'est vraiment le même changement de paradigme. Un premier film où des personnages font face à une menace imprévue, et un second où ils décident d'aller la combattre. Sauf que Ben Kitai n'est pas James Cameron. Résultat, une galerie de personnages complètement clichés et souvent insupportables. Mention spéciale à Amber, la chasseuse de vampires qui transpire l'antipathie par tous les pores et qu'on doit se farcir jusqu'à la fin du film. Y a pas une scène où on n'a pas envie qu'elle arrête immédiatement d'exister. Et me lancez même pas sur leur incompétence générale, qu'est-ce qu'ils sont nuls ces chasseurs de vampires? Entre la Amber qui panique dès que les choses tournent mal, en même temps, meuf, t'allais pas chasser des papillons, hein. Le Todd qui se fait mordre comme un bleu dès le premier affrontement et le Paul qui est pas foutu d'achever son pote en pleine transformation, ces gens-là sont aussi efficaces contre des vampires qu'un putain de pistolet à eau contre un incendie de forêt. Pour ce qui est de Kylie Sanchez, disons qu'elle fait ce qu'elle peut, mais on est quand même très loin de la performance de Melissa George. L'écriture et la direction d'acteurs ayant leur part de responsabilité là-dedans. Oui, parce que si le budget et le planning serré n'ont pas aidé Kitai à faire un film correct, ces deux points n'excusent pas tout pour autant. Parce que du côté d'écriture non plus, c'est pas sans sas, avec une histoire qui fonctionne beaucoup moins que celle du premier film. Mais là, le problème est plus profond. Si cette suite fonctionne moins, c'est aussi parce que l'histoire du roman graphique elle-même était moins intéressante que celle du premier tome. La force de 30 jours de nuit résidait avant tout dans son concept génial, les fameux 30 jours de nuit. Partant de là, il y avait tout un boulevard pour mettre en scène bon nombre de situations horrifiques en profitant de ce cadre et de l'isolement total des personnages. C'était du pain béni pour faire un film d'horreur marquant. Mais concernant la suite, les choses étaient différentes. Ne pouvant décemment pas repartir sur des bases similaires, Niles a fait le choix de délocaliser son histoire à Los Angeles, perdant de ce fait ce qui faisait le sel de 30 jours de nuit, l'originalité de son cadre. En résultait donc une œuvre beaucoup moins marquante, et ce malgré les superbes illustrations de Ben Temple-Smith. Et l'adaptation partait donc avec la même épine dans le pied, en prenant la suite d'un film avec un super concept, mais sans le concept. Si encore il avait profité d'une bonne mise en scène, d'une belle photo ou d'un bon casting, ça aurait pu passer. Mais c'est même pas le cas. Pire, Kitai et Niles décident carrément de retirer les sous-intrigues les plus intéressantes du comics, comme la relation entre Stella et Dane. Résultat, un film de vampire lambda, sans réelle plus-value et emballé sans grand talent. Et pour ce qui est de la fin, c'est loupé là aussi. Attention spoiler. À la fin du film donc, Stella trouve le moyen de ramener Eben à la vie, sauf qu'à son réveil... Le problème, c'est que la potentielle résurrection d'Eben est censée être une des principales motivations de Stella dans le roman graphique, alors qu'ici on nous balance ça à l'arrache à 15 minutes de la fin, ce qui fait que l'impact n'est clairement pas le même parce que ça semble sortir de nulle part. Bref, y a vraiment pas grand chose de réussi dans cette suite qui coche malheureusement toutes les cases du DTV fauché. Il n'est donc pas franchement étonnant que Retour à Barrow n'ait pas eu droit à son adaptation. Dans un monde parfait, c'est David Slade qui nous aurait offert la suite que 30 jours de nuit méritait. Mais dans ce monde imparfait qui est le nôtre, 30 jours de nuit jour sombre n'aura été qu'une production parfaitement oubliable, dont le seul véritable mérite est finalement de nous rappeler à quel point le premier opus était bon.
16 ans après cette suite ratée, le constat est clair. 30 jours de nuit ne sera pas parvenu à s'imposer comme une franchise d'horreur digne de ce nom. Malgré un premier film excellent et un univers riche, le projet s'est rapidement cassé la gueule, pas franchement aidé par un deuxième opus au rabais. Assisterons-nous un jour à la résurrection cinématographique de la saga? Sincèrement j'en doute. Surtout que le premier film a pas franchement vieilli, donc un remake ne s'impose absolument pas. Le format série télé par contre, il s'y prête très bien. C'est d'ailleurs un projet sur lequel Fede Alvarez était impliqué il y a quelques années. Y reviendra-t-il un jour? Peut-être? Allez savoir. Par contre, dans le cas où c'était pas assez clair, je ne saurais que trop vous conseiller de découvrir 30 jours de nuit de David Slade. Un vrai bon film de genre, original et mémorable, qui mérite d'être apprécié à sa juste valeur. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et merci à BetterHelp de l'avoir sponsorisé. Et encore une fois, n'hésitez pas à cliquer sur le lien si vous en ressentez le besoin. N'hésitez pas non plus à liker, commenter, partager, vous abonner si c'est pas déjà fait, venir me soutenir sur Tipeee si vous vous sentez généreux, ou m'acheter un superbe t-shirt John Michael Advertising sur la boutique en ligne. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Salut!